La première fois que Patrick Buck vit sa fille pleurer à cause des mots de Martha Russell, il prit une décision. Il ne réagirait pas avec colère, il ne se disputerait pas, ni ne se défendrait. Il ferait quelque chose que Martha n'attendrait jamais de ce gendre discret qu'elle méprisait depuis 8 ans. Il détruirait sa tranquillité d'esprit par une paix calculée, et il la ferait supplier pour une miséricorde qu'elle n'avait jamais montrée à sa famille. Mais cela était encore à des mois du dîner de Thanksgiving. Patrick rencontra Shannon Russell un mardi après-midi dans un café du centre-ville de Portland, où elle esquissait des designs architecturaux pour la rénovation d'un hôtel-boutique. Il était entré trempé par la pluie, son sac d'ordinateur en bandoulière, cherchant un coin tranquille pour terminer le codage d'un protocole de sécurité pour une start-up technologique. Elle leva les yeux quand il heurta accidentellement sa table, et ses yeux verts croisèrent les siens avec une expression mi-agacée, mi-amusée. « Désolé », dit-il en examinant sa tasse de café avant qu'elle ne se renverse sur ses dessins. « Vous êtes pardonné ?» répondit-elle. « Si vous me dites si ce design de hall est trop moderne ou juste assez moderne. » Ils parlèrent pendant 3 heures. Elle était brillante, une architecte senior dans un cabinet prestigieux, avec un esprit capable de visualiser les relations spatiales comme Patrick voyait les motifs dans le code. Elle était aussi drôle, autodérisoire et rafraîchissante de franchise. Quand ils partirent, échanger leurs numéros semblait inévitable, leur idylle fut rapide, mais sincère. En 6 mois, ils étaient fiancés et Noonan, marié lors d'une petite cérémonie dans un vignoble de la vallée de Willamette, le père de Shannon. Robert Russell avait été un homme gentil, un directeur de lycée à la retraite qui avait accueilli Patrick avec des poignées de main fermes et un intérêt sincère pour son travail d'analyste de données dans un cabinet de conseil financier. Il mourut d'une crise cardiaque 3 mois avant la naissance de leur fille Emma, laissant Shannon dévastée et Martha Russell soudain très impliquée dans leur vie. Martha avait 58 ans quand Patrick la rencontra pour la première fois. Une femme qui portait sa déception comme un parfum coûteux, assez fort pour que tout le monde autour d'elle le sente. Elle avait été agente immobilière à son apogée, vendant des maisons de luxe dans le quartier aisé de West Hills, mais sa carrière avait stagné ces dernières années. Elle blâmait le marché, les agents plus jeunes, Internet, tout sauf sa propre personnalité abrasive qui faisait que les clients se sentaient bien jugés plutôt que servis. Dès le début, Martha exprima clairement son opinion sur Patrick par des pics subtils enveloppés de sollicitude. « Shannon, es-tu sûr qu'un salaire d'analyste de données suffit pour le style de vie auquel tu es habitué ? Ou bien, Patrick semble gentil, mais Robert espérait toujours que tu épouses quelqu'un avec plus d'ambition. » Shannon le défendait, mais Patrick apprit à laisser couler les commentaires. Il n'était pas insécure sur qui il était. Un homme qui s'était payé ses études en travaillant de nuit dans un entrepôt, qui avait bâti une carrière par ses compétences et sa persévérance plutôt que par des relations. Quand Emma naquit, une enfant calme et observatrice avec les yeux verts de Shannon et les cheveux noirs de Patrick. Les visites de Martha devinrent des événements hebdomadaires. « Shannon a besoin d'aide avec le bébé », annonçait-elle en entrant avec la clé de secours. Elle réorganisait leur placard de cuisine, critiquait leurs choix parentaux et faisait des commentaires sur le développement d'Emma, qui portait toujours une pointe de méchanceté. Elle ne sourit pas beaucoup, n'est-ce pas ? Vous devriez peut-être la faire évaluer, ou bien, la plupart des bébés de son âge sont plus réactifs. Peut-être qu'elle est juste plus lente. Emma n'était pas plus lente, elle était réfléchie, sensible et incroyablement intelligente. À 3 ans, elle lisait des mots basiques. À 5 ans, elle dessinait des mondes fantastiques, élaborés avec des histoires détaillées. À 7 ans, elle écrivait des nouvelles qui faisaient gonfler le cœur de Patrick de fierté. Mais elle était aussi calme, surtout autour de Martha, qui semblait se délecter de pointer chaque défaut perçu. Shannon défendait Emma, mais elle portait aussi la culpabilité de la mort de son père et comptait sur Martha pour un soutien que Patrick ne comprenait pas pleinement. « C'est ma mère », disait Shannon quand Patrick suggérait de limiter les visites. « Elle a perdu papa, je suis tout ce qui lui reste. » Patrick ne discutait pas, il aimait sa femme, et si tolérer Martha faisait partie du lot, il s'en accommoderait. De plus, il était occupé, sa carrière avait décollé, il était passé de l'analyse de données au conseil, aidant les entreprises à identifier les vulnérabilités dans leur système financier. Il excellait à repérer les motifs que les autres manquaient, à voir l'image complète quand les autres voyaient des fragments. Le travail était exigeant mais lucratif, leur permettant d'acheter une maison confortable dans le sud-est de Portland, avec un jardin où Emma pouvait jouer. Les visites de Martha continuaient, parfois 3 ou 4 fois par semaine. Elle arrivait sans prévenir.
restait des heures et laissait Shannon épuisé de naviguer ses critiques. Patrick remarqua quelque chose d'étrange. Martha visitait souvent en semaine quand Shannon était au travail et lui en voyage pour des contrats de conseil. Leur voisine, une femme âgée nommée Madame Shun, le mentionna une fois. « Votre belle-mère était ici hier après-midi. Elle avait quelqu'un avec elle ? Un homme ?» Patrick rangea cette information. Il ne sautait pas aux conclusions, mais il était formé à remarquer les anomalies au mois suivant. Il fit attention. La voiture de Martha était dans leur allée à des heures inhabituelles. Elle mentionnait passer arroser les plantes ou vérifier le courrier quand ils étaient tous les deux censés être au travail. Mais Patrick avait commencé à travailler plus souvent de la maison et le bureau de Shannon n'était qu'à 15 minutes. Puis vint l'appel téléphonique qui changea tout. Patrick était à Seattle pour un contrat de conseil de 3 jours quand Shannon appela, sa voix tendue par le stress. « Ton associé d'affaires a appelé Kenny Forbes. Il a dit que c'était urgent au sujet de la proposition d'investissement. » Patrick se glaça. Il n'avait pas d'associé nommé Kenny Forbes. Il n'avait aucun associé. Il travaillait en solo pour divers cabinets. Que t'a-t-il dit exactement ? Que vous deux discutiez d'une opportunité d'investissement immobilier et qu'il avait besoin de confirmer des chiffres avant votre rencontre avec les investisseurs la semaine prochaine. Shannon fit une pause. « Patrick, tu n'as jamais mentionné d'opportunité d'investissement ? Parce qu'il n'y en a pas, dit Patrick lentement. De quel numéro a-t-il appelé ? Shannon le lut. Patrick les nota. La remercia et passa l'heure suivante à passer des appels. Kenny Forbes était réel, un ancien collègue des débuts de Patrick en analyse de données, qui avait quitté le domaine pour rénover des maisons. Il ne s'était pas parlé depuis 5 ans, pas depuis que Kenny avait demandé à Patrick d'investir dans un projet immobilier douteux que Patrick avait poliment décliné, mais Kenny avait le numéro de Martha enregistré dans son téléphone. Selon l'enquêteur privé que Patrick engagea le lendemain, l'enquête prit 3 semaines. Patrick dit à Shannon qu'il était minutieux sur une potentielle brèche de sécurité au travail, ce qui était techniquement vrai. L'enquêtrice, une femme perspicace nommée Courtney Bishop, qui avait passé 20 ans au bureau de police de Portland avant de passer au privé, livra son rapport avec un détachement professionnel. « Votre belle-mère dirige une arnaque immobilière », dit Courtney en glissant des photos sur la table. Ils étaient assis dans un dîner à Beaverton, loin de tout endroit où Patrick pourrait être reconnu. « Elle utilise votre maison, votre adresse, spécifiquement comme base d'opération. Kenny Forbes est son partenaire. Il cible des couples âgés, les convainquant d'investir dans des projets de rénovation de maisons qui n'existent pas. Ils collectent des dépôts, fournissent de faux documents, puis disparaissent des victimes. » Patrick étudia les photos, Martha entrant dans sa maison avec Kenny, les deux partant avec des mallettes, rencontrant des couples âgés dans des cafés, des restaurants, même une fois dans le salon de Patrick quand lui et Shannon étaient au spectacle scolaire d'Emma. « Combien ont-ils volé ?» demanda Patrick. « De manière conservatrice ? Environ 400 000 $ au cours de l'année passée. Ils sont malins ? Ils gardent les montants individuels sous 50 000 $ pour éviter les seuils de fraude majeure. Et ils font tourner les victimes dans différentes villes, Portland, Salem, Eugene. Votre adresse leur donne de la légitimité. Nous sommes des gens de famille, disent-ils au pigeon. Notre affaire est basée chez notre gendre. Il est consultant financier, très réputé. Ils ont utilisé votre nom, Patrick. Votre réputation ? Patrick sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus concentré. Pouvez-vous me donner des enregistrements, des documents, tout ce que vous avez déjà ? Courtney lui tendit une clé USB, audio de leurs argumentaires. Surveillance vidéo, relevés financiers obtenus légalement via des bases de données publiques. De plus, j'ai retrouvé 3 victimes prêtes à témoigner, bien qu'elles soient embarrassées et réticentes. Voici le truc. Si vous allez à la police maintenant, Martha prendra un avocat, probablement fera porter le chapeau à Kenny, et pourrait s'en sortir avec une probation. Les victimes sont âgées, confuses sur les dates et les détails. Un bon avocat de la défense les déchirerait. Que suggérez-vous ? Courtney s'adossa. L'étudiant, vous ne me demandez pas en tant qu'ancienne flic. N'est-ce pas ? Vous me demandez en tant que quelqu'un qui veut que la justice soit rendue d'une autre manière. Je demande ce qui l'arrêterait vraiment de blesser les gens, dit Patrick prudemment, y compris ma famille. Alors, vous avez besoin d'un levier qui la fasse confesser publiquement devant des témoins qui comptent pour elle, d'une manière qui détruit toute chance de sympathie. Vous devez la laisser se pendre elle-même, Patrick, et vous devez être assez patient pour poser le piège parfaitement. Patrick pensa à Emma, à la façon dont elle avait commencé à tressaillir quand Martha la critiquait.
à la façon dont sa fille brillante et créative avait appris à se faire plus petite dans sa propre maison, il pensa à Shannon. Coincée entre la loyauté envers sa mère et la protection de sa famille, lentement écrasée par le poids de cette position impossible, « Dites-moi comment », dit-il. Le plan prit forme au cours des semaines suivantes. Patrick continua à travailler, à être le gendre discret que Martha avait toujours sous-estimé. Il installa des caméras cachées dans sa maison légalement, puisque c'était sa propriété, et qu'il les avait révélées à Shannon. Il ne lui dit pas pourquoi, juste que c'était une mesure de sécurité après avoir appris des cambriolages dans le quartier. Shannon, distraite par un projet majeur au travail, ne posa pas de questions. Patrick enregistra les visites de Martha, cataloguant chaque instance où elle et Kenny utilisaient sa maison. Il documenta leurs conversations, leur préparation de documents, même un moment où Martha pratiquait son argumentaire dans sa cuisine, affinant les mensonges qu'elle dirait à sa prochaine victime. L'expertise de Patrick a été inestimable pour notre stratégie d'investissement, dit-elle à son reflet dans le micro-ondes. Lissant ses cheveux, il est pratiquement un partenaire dans cette entreprise. Chaque enregistrement était une brique supplémentaire dans la fondation que Patrick construisait, mais il avait besoin de plus que des preuves. Il avait besoin du moment parfait, du public parfait, du piège parfait que Martha ne verrait pas venir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Thanksgiving semblait presque trop évident, mais Patrick avait appris que l'évident était souvent efficace s'il était exécuté correctement. Martha organisait toujours Thanksgiving chez elle à West Hills, une maison spacieuse de 4 chambres que Robert avait achetée en des temps meilleurs. Elle invitait ses amis du club de lecture, ses anciens collègues immobiliers, les cousins de Shannon. Quiconque admirerait ses arrangements de table et l'écouterait tenir court. C'était le jour préféré de Martha de l'année, le seul moment où elle pouvait prétendre que sa vie était encore l'histoire de succès qu'elle voulait qu'elle soit. Cette année, Patrick suggéra qu'ils organisent au lieu d'elle. « Notre maison est plus grande maintenant », dit-il à Shannon. « Et ce serait bien pour Emma d'avoir Thanksgiving chez elle. Ne penses-tu pas ?» Shannon adora l'idée. Martha résista au début, mais Shannon fut ferme. Rare pour elle quand il s'agissait de sa mère. « Il est temps, ma main. Patrick a raison. Emma devrait vivre l'expérience d'accueillir la famille. » Martha accepta enfin. Bien que Patrick pût voir son mécontentement, elle essaierait de contrôler la journée de toute façon. Il savait qu'elle arriverait tôt, réorganiserait sa cuisine, critiquerait la dinde que Shannon préparait, mais c'était bien, Patrick voulait qu'elle soit à l'aise, confiante, entourée de gens dont les opinions comptaient pour elle. Il invita tous ceux que Martha aurait invités, son club de lecture, y compris la commère Bessie Harrison qui connaissait les affaires de tout le monde, et les anciens collègues immobiliers de Martha, y compris son ancien patron, Herman Jefferson, qu'il avait licencié 2 ans plus tôt pour des problèmes d'attitude. Il invita les cousins de Shannon, la famille étendue Russell, qui avait toujours été tiède envers Martha, mais aimait Shannon et Emma. Il s'assura que Kenny Forbes serait là aussi, étendant l'invitation via Martha comme s'il supposait que Kenny venait déjà en tant qu'ami de la famille. Puis il prépara ses preuves. Les enregistrements furent montés en un récit clair, pas de manipulation, juste une sélection. Martha et Kenny planifiant leur arnaque, Martha utilisant le nom de Patrick pour bâtir de la crédibilité auprès des victimes, Martha pratiquant des mensonges dans sa cuisine, Martha riant avec Kenny de la facilité de ces vieux fous après avoir collecté un dépôt de 15 000 $ d'un couple à la retraite. Patrick grava l'audio sur son téléphone, prêt à le jouer à tout moment. Il prépara aussi des documents, preuves imprimées de la fraude. Déclaration des victimes que Courtney l'avait aidé à obtenir, relevé financier montrant la piste de l'argent, tout légal, tout admissible, tout dévastateur, mais il avait besoin du déclencheur. Du moment où jouer cet enregistrement aurait un impact maximal, il avait besoin que Martha soit à son pire, son plus arrogant, son plus cruel, et il savait exactement quand cela arriverait. Cela arriverait quand elle attaquerait Emma. Le jour de Thanksgiving arriva, froid et clair, du givre sur la pelouse, l'odeur de la dinde rôtissant, emplissant la maison. À 10 heures, Shannon cuisinait depuis l'aube, stressée mais heureuse, déterminée à prouver qu'elle pouvait organiser un jour férié parfait. Emma aidait où elle pouvait, dressant la table avec une précision minutieuse, arrangeant les décorations d'automne que Patrick avait achetées. Mini-citrouilles, feuilles d'automne, bougies et verres ambrés chaleureux. Martha arriva à 11 heures, 2 heures avant le dîner, avec Kenny Forbes traînant derrière, portant 2 tartes. « Je les ai faites moi-même », annonça Martha sans se soucier de dire bonjour. Je n'étais pas sûr que la pâtisserie de Shannon soit à la hauteur. Le sourire de Shannon se crispa. « My tint. »« Merci, maman. »
Tu peux les mettre dans la cuisine. Patrick salua Kenny d'une poignée de main ferme, le regardant droit dans les yeux. Kenny avait 45 ans, avec le genre de bronzage qui venait de passer plus de temps sur des terrains de golf que sur des chantiers. Et la confiance facile d'un escroc de carrière. Il ne savait pas que Patrick savait, aucun d'eux ne le savait. Les invités commencèrent à arriver à midi. Bessie Harrison, chargée de ragots et de casseroles. Herman Jefferson, maintenant dirigeant un cabinet immobilier prospère à Lake Oswego, venu par obligation envers Shannon. Les cousins Russell, 3 familles, avec enfants qui trouvèrent immédiatement Emma et l'entraînèrent dans des jeux. À 13h, la maison était pleine de voix, de rires, du tintement des verres. Martha tenait court dans le salon, racontant des histoires sur sa carrière immobilière, exagérant ses succès, réécrivant l'histoire pour se faire l'héroïne de chaque transaction. Kenny soutenait son récit avec une aisance pratiquée, jouant le rôle d'ami de famille admiratif. Patrick observait depuis la cuisine, aidant Shannon avec les préparations finales. Attendant, le dîner était à 14h. Ils se rassemblèrent autour de la table étendue que Patrick avait installée. 22 personnes serrées dans un chaos joyeux. Emma s'assit entre ses parents, calme mais souriante, appréciant la présence de ses cousins. Shannon dit le bénédicité, remerciant tout le monde d'être venu pour la famille, pour les bénédictions. Ils mangèrent, la dinde était parfaite. Les accompagnements étaient délicieux. Pendant 30 minutes, ce fut réellement agréable, puis vint le moment que Patrick attendait. Bessie Harrison, 3 verres de vin dans le ventre, se tourna vers Emma avec une chaleur grand-maternelle. « Et toi, ma chérie, parle-nous de l'école. Quelle est ta matière préférée ?» Emma, timide face à l'attention, parla doucement. « J'aime écrire des histoires. Elle est très talentueuse. » dit Patrick en posant sa main sur l'épaule de sa fille. Elle avait écrit un roman fantastique de 15 pages le mois dernier sur une fille qui découvre qu'elle peut parler aux arbres. Plusieurs invités firent des sons impressionnés. Shannon rayonnait. Emma rougit. Martha. À l'autre bout de la table, Rite, ce n'était pas un son gentil. « Ta fille est si calme » dit Martha, sa voix portant par-dessus les conversations. « Elle doit tenir ça de ton côté. » Du côté muet, la table devint silencieuse. Patrick sentit Emma se raidir à côté de lui. Le visage de Shannon rougit. « Maman, je suis juste honnête », continua Martha en agitant sa fourchette dédaigneusement. « La famille de Robert n'a jamais été particulièrement brillante. Tu as eu de la chance. » Shannon, mais Emma, elle est effrayée. Certains enfants sont juste moins doués. Ce n'est la faute de personne. Patrick vit les larmes se former dans les yeux d'Emma, la vit essayer de les cligner pour les retenir. Son petit visage s'effondrant sous l'effort de ne pas pleurer devant tout le monde. Il vit Shannon figée entre défendre sa fille et confronter sa mère. C'était ça ? Le moment parfait. Patrick se leva lentement, sortant son téléphone. La pièce tourna son attention vers lui. « Reconnaissez-vous cette voix ?» demanda-t-il, et il appuya sur play. La voix de Martha emplit la salle à manger, claire et nette. L'expertise de Patrick a été inestimable pour notre stratégie d'investissement. Il est pratiquement un partenaire dans cette entreprise. Avec son background en conseil financier et mes décennies en immobilier, nous avons créé des opportunités dont la plupart des gens ne font que rêver. Le visage de Martha se vida de sa couleur, l'enregistrement continua. Maintenant, la voix de Kenny se joignit. Ces vieux fous ne vérifient même pas les références. Ils voient une belle maison, un homme de famille, et ils sont prêts à signer des chèques. C'est presque trop facile. Martha se leva abruptement, sa chaise raclant bruyamment contre le sol. « Éteins ça, Patrick, éteins ça tout de suite. » Patrick ne l'éteignit pas. L'enregistrement continua. Martha et Kenny discutant de leur prochaine cible, un couple âgé de Salem avec un pécule qu'ils voulaient investir pour l'avenir de leurs petits-enfants, Martha riant de leur crédulité. Le visage de Shannon passa de confus à horrifié. « Qu'est-ce que c'est ?» Patrick arrêta l'enregistrement et regarda directement sa femme. « La raison pour laquelle ta mère visite si souvent ?» La pièce explosa. Herman Jefferson fut le premier à parler, sa voix tranchante. « Martha, as-tu dirigé des arnaques depuis la maison de Patrick ? C'est ridicule !» balbutia Martha, mais sa voix avait perdu sa certitude. Patrick essaye évidemment de... « J'ai aussi de la vidéo ?» dit Patrick calmement, « et des témoignages de 3 victimes, et des relevés financiers, et de la documentation de chaque fois que toi et Kenny avez utilisé ma maison. Mon nom, ma réputation pour voler des gens. » Il regarda autour de la table, les visages choqués. « Ma maison a été la base opérationnelle d'un schéma de fraude qui a volé environ 400 000 $ à des couples âgés au cours de l'année passée. » Kenny se dirigeait déjà vers la porte, mais Patrick s'y était attendu. « La police est dehors ?»
dit-il doucement. Je les ai appelés il y a 1 heure. Ils attendent mon signal. Ce n'était pas entièrement vrai. Courtney Bishop était dehors, prête à appeler ses anciens collègues si nécessaire, mais la menace fonctionna. Kenny se figea. Le visage de Martha passa du blanc au rouge, rage et panique se disputant la domination. « Tu n'as pas le droit. Shannon, dis-lui qu'il ne peut pas faire ça à ta mère. » Shannon pleurait maintenant, mais sa voix quand elle parla fut ferme. « Tu as utilisé notre maison? Tu as utilisé le nom de Patrick? Tu as volé des gens? C'était des affaires, » dit Martha désespérément. « Des investissements qui n'ont pas marché. C'est tout? » Patrick fait sonner ça pire que ça ne l'est. « J'ai des enregistrements de toi appelant tes victimes des vieux fous, » dit Patrick. « J'ai des documents montrant que tu as collecté des dépôts pour des propriétés qui n'existent pas. J'ai des témoignages de gens que tu as ruinés. » Il fit une pause, laissant ça pénétrer. « Et j'ai 8 ans à t'avoir vu rabaisser ma fille, critiquer ma femme et faire sentir ma famille petite pour que tu puisses te sentir grande. » La pièce était absolument silencieuse maintenant. Même les enfants avaient arrêté de parler, sentant le changement chez les adultes autour d'eux. « Voici ce qui va se passer, » continua Patrick, sa voix calme mais portant une autorité absolue. « Tu vas confesser à chaque personne que tu as escroqué, tu vas rembourser chaque dollar que tu peux, en vendant ta maison si nécessaire, tu vas coopérer pleinement avec l'enquête policière et tu ne contacteras plus jamais ma famille, sauf si Shannon t'invite explicitement. Et si je ne le fais pas ?» Patrick sourit, et ce n'était pas gentil. « Alors je donne toutes ces preuves au procureur du district, je m'assure que ça ait une couverture médiatique maximale et je te regarde aller en prison pour fraude et abus sur personnes âgées. Ton choix. Martha, confession publique et restitution ou procès public et prison. » Martha regarda autour de la table, cherchant des alliés, mais ne trouva que des visages choqués et dégoûtés. Même Bessie Harrison, qui adorait les ragots, semblait atterrée. Herman Jefferson était déjà au téléphone, présumablement appelant ses avocats. Kenny Forbes, voyant le piège complètement fermé, fit le calcul en premier. « Je coopérerai, » dit-il doucement. « Confession complète. Restitution, tout. » Le dernier brin de combativité de Martha s'effondra. Elle s'assit lourdement, ses mains tremblant. Pour la première fois en 8 ans, Patrick la vit sans l'armure d'arrogance et de cruauté. Elle semblait vieille, diminuée, vaincue. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je le ferai, s'il te plaît. Ne porte pas plainte. »« Ça dépend des victimes, » dit Patrick, « et de la complétude de ta coopération. » Il se tourna vers Shannon. « Je suis désolé que ça ait dû se passer comme ça. Je sais que c'est ta mère. » Shannon pleurait encore, mais elle tendit la main vers Emma, tirant leur fille près d'elle. Emma, qui avait regardé tout avec de grands yeux, leva les yeux vers son père avec quelque chose comme de l'admiration. « Tu l'as enregistré ?» demanda Shannon. « Après avoir découvert ce qu'elle faisait, » confirma Patrick. « J'ai rassemblé des preuves pendant 3 mois, attendant le bon moment. » Il regarda Martha, en attendant qu'elle montre à tout le monde qui elle est vraiment. Les suites du dîner de Thanksgiving se déroulèrent comme une démolition contrôlée. Les invités partirent en un silence stupéfait, bien que plusieurs, y compris Herman Jefferson, restèrent pour s'assurer que Patrick avait leurs coordonnées s'il avait besoin de témoins. Bessie Harrison, malgré son choc, ne put résister à demander si elle pouvait partager ce qui s'était passé avec son club de lecture. Patrick lui dit d'attendre après que la confession de Martha soit formalisée. Courtney Bishop entra dans la maison une fois la foule principale dispersée, sa présence prêtant un poids officiel aux procédures. Martha et Kenny s'assirent à la table de la salle à manger, maintenant débarrassés du festin ruiné. Pendant que Courtney enregistrait leurs déclarations initiales, Kenny chanta comme un canari, fournissant des détails sur leur opération, comment ils s'étaient rencontrés à un séminaire immobilier 2 ans plus tôt, comment ils avaient commencé petits avec une victime avant d'étendre, comment utiliser l'adresse de Patrick avait été l'idée de Martha après qu'elle eut entendu une mention dans un article de presse sur des succès en conseil financier. Martha essaya de minimiser son rôle au début, mais la minutie de Kenny ne lui laissa nulle part où se cacher. À minuit, tous deux avaient fourni des confessions écrites. Courtney expliqua les étapes suivantes. Martha et Kenny devraient contacter chaque victime personnellement, arranger la restitution et coopérer avec d'éventuelles poursuites pénales. Que des charges soient déposées dépendait des décisions des victimes et de l'évaluation du procureur du district. « Ta maison devra être vendue », dit Courtney à Martha sans détour. « C'est probablement la seule façon d'avoir assez de liquidité pour la restitution. Même alors, tu regardes vers la faillite ?» Martha ne dit rien, sa défiance antérieure complètement disparue. Shannon se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant les lumières de la rue se refléter sur le givre.
Emma avait enfin été couchée. Épuisé par le chaos émotionnel, Patrick approcha sa femme prudemment, incertain de sa réaction maintenant que le choc se dissipait. « Tu enquêtais sur ma mère depuis 3 mois ?» dit Shannon doucement. « Tu ne m'as rien dit ? Je ne pouvais pas risquer qu'elle l'apprenne. » répondit Patrick. « Si tu l'avais confrontée, elle aurait fui ou détruit des preuves, ou t'aurait convaincu que j'étais le problème. » Il fit une pause. « Je suis désolé, je sais que ce n'est pas assez... » Shannon se tourna pour lui faire face. Ses yeux rougis par les pleurs. « Mais Claire, elle utilisait notre maison pour commettre une fraude. Elle a insulté notre fille à notre table, elle empoisonnait nos vies depuis des années, et je continuais à lui trouver des excuses parce que je me sentais coupable pour la mort de papa. » Sa voix se brisa. « J'aurais dû mieux protéger Emma, j'aurais dû mieux te protéger. Tu aimais ta mère ?» dit Patrick gentiment. « Ce n'est pas une faiblesse. Ça l'est quand cet amour blesse les gens que je suis censé aimer plus. » Shannon essuya ses yeux. « À quel point c'est grave? Financièrement? Légalement? Tout ?» Patrick exposa ce que Courtney avait d'expliquer. Les victimes avaient des bases pour des poursuites civiles au-delà de la restitution. Le procureur pourrait poursuivre pénalement selon le montant volé et les âges des victimes. La fraude sur personnes âgées portait des peines sérieuses. Martha risquait la prison. Bien que sa coopération et la restitution pourraient y mener à une probation à la place, Kenny, avec une condamnation antérieure pour fraude d'une décennie, servirait probablement du temps. « Et nous ?» demanda Shannon. « Sommes-nous responsables de quoi que ce soit ?»« Non. » Courtney était claire. « Nous sommes aussi des victimes. En un sens, Martha a commis un vol d'identité en utilisant mon nom sans permission. Notre adresse a été utilisée sans notre connaissance. Nous coopérons pleinement avec les enquêteurs. » Patrick hésita. « Mais ça va devenir public ? Probablement de la couverture médiatique. Ces connexions immobilières en feront une histoire plus grande que d'habitude. » Shannon hocha la tête lentement. « Bien, que tout le monde voit ce qu'elle est vraiment. » La semaine suivante apporta les conséquences que Patrick avait promises. La confession de Martha à ses victimes fut dévastatrice. Plusieurs voulurent porter plainte immédiatement, leur colère d'avoir été trompée l'emportant sur toute sympathie pour l'âge de Martha ou sa situation financière désespérée. Le procureur du district, un procureur nommé Reginald Richard, qui avait fait de la fraude sur personnes âgées une priorité dans son bureau, décida de poursuivre pénalement à la fois Martha et Kenny. Les nouvelles locales reprirent l'histoire. Une escroque immobilière utilise la réputation de son gendre pour frauder des victimes âgées, titra l'Oregonian. Patrick donna une interview soigneusement formulée expliquant comment il avait découvert la fraude, comment il avait été forcé d'enquêter sur sa propre belle-mère pour protéger sa famille et révéler l'étendue du crime. Il apparut mesuré, sympathique envers les victimes et discrètement héroïque, exactement l'image qui protégerait sa propre réputation tout en assurant la destruction sociale complète de Martha. La maison de Martha fut mise sur le marché dans les 2 semaines. La vente fut gérée par le cabinet de Herman Jefferson, avec les proceeds destinés à la restitution des victimes. Elle se vendit en dessous du prix du marché. Personne ne voulait acheter une maison possédée par quelqu'un infamous pour fraude. Mais cela rapporta assez pour rembourser complètement 3 des 5 victimes. Les 2 autres recevraient une restitution partielle avec Martha, acceptant des plans de paiement de tout revenu qu'elle pourrait générer à l'avenir. Kenny Forbes fut condamné à 4 ans de prison. Sa condamnation antérieure, combinée à la nature calculée de la fraude et son rôle de leader dans le développement du schéma, signifia que le juge ne montra aucune clémence. Martha, en tant que première délinquante qui avait montré du remords et fait restitution, reçut 2 ans avec possibilité de libération conditionnelle après un. Son audience de condamnation fut suivie par plusieurs victimes qui donnèrent des déclarations d'impact sur le stress et les difficultés financières causées par sa fraude. Le juge nota que Martha avait instrumentalisé la confiance et les connexions familiales pour s'attaquer à des personnes vulnérables, une phrase qui entra dans chaque article de presse. Shannon assista à la condamnation, assise au fond de la salle d'audience, son visage impassible. Ensuite, elle dit à Patrick que voir sa mère emmenée menottée était la chose la plus douloureuse qu'elle ait vécue, mais aussi nécessaire. « Elle a fait des choix », dit Shannon. « Chaque mot cruel à Emma, chaque mensonge à ses couples, chaque fois qu'elle a utilisé ton nom pour voler, c'était des choix, et maintenant elle vit avec les conséquences. 6 mois passèrent, Emma commença une thérapie, travaillant sur les sentiments compliqués concernant l'arrestation de sa grand-mère et les années d'abus émotionnels subtils qu'elle avait endurés. Sa thérapeute, une femme gentille nommée docteur Laurie Barton, aida Emma à comprendre que la cruauté de Martha n'avait jamais été sur la valeur d'Emma, mais sur l'insécurité et le besoin de contrôle de Martha elle-même.
Emma s'épanouit sans les critiques constantes de Martha. Elle devint plus confiante, plus vocale, plus elle-même. Son écriture s'améliora, ses notes montèrent en flèche, et l'enfant calme qui avait appris à se rendre invisible commença à prendre de la place dans le monde. Elle rejoignit le journal de l'école, lança un club d'écriture créative, se fit des amis qui appréciaient son imagination plutôt que de juger sa discrétion. Shannon se plongea dans le travail et la guérison. Elle et Patrick commencèrent une thérapie de couple, travaillant sur les problèmes de confiance créés par l'enquête secrète de 3 mois de Patrick. Ce fut difficile. Shannon luttait avec le sentiment de trahison par le secret de Patrick et par sa propre cécité face à la vraie nature de sa mère, mais ils le surmontèrent, communiquant plus honnêtement qu'ils ne l'avaient fait depuis des années, reconstruisant leur mariage sur une fondation d'honnêteté brutale plutôt que d'évitement confortable. Patrick reprit son travail de conseil, bien que plusieurs clients le contactent, pour dire qu'ils avaient vu la couverture médiatique et admiraient comment il avait géré la situation. Sa réputation, loin d'être endommagée, fut renforcée. Il était un homme qui avait protégé sa famille et des victimes vulnérables en déjouant une escroc qu'il avait sous-estimée. De nouveaux contrats arrivèrent, de meilleurs, y compris une offre d'un grand cabinet à Seattle qui signifierait relocaliser la famille. Ils en discutèrent sérieusement. Un nouveau départ, loin de Portland, et des souvenirs de la présence de Martha attiraient Shannon. Emma était excitée par la scène musicale de Seattle et de meilleurs programmes d'écriture créative. En août, ils acceptèrent l'offre et mirent leur maison sur le marché. Martha purgea 11 mois avant d'obtenir une libération conditionnelle. Elle fut libérée sans argent, sans maison, sans carrière et sans famille l'attendant. Shannon lui avait écrit une lettre pendant son incarcération, une lettre que Patrick n'avait jamais lue, mais que Shannon décrivit comme finale. « Je lui ai dit que je lui pardonnais parce que porter cette colère me blessait », expliqua Shannon. « Mais je lui ai aussi dit qu'elle ne ferait plus jamais partie de nos vies. Qu'Emma méritait de grandir sans sa toxicité. Et que je méritais une relation avec ma mère qui n'était pas basée sur la culpabilité et la manipulation, puisqu'elle ne pouvait pas me donner ça. Nous étions finis. » Martha ne répondit pas. Selon Courtney Bishop, qui avait suivi par curiosité professionnelle, Martha avait déménagé dans une petite ville de l'Est de l'Oregon, travaillant comme caissière dans une épicerie, vivant dans un appartement subventionné. Kenny Forbes était encore en prison et le serait pour 3 ans de plus. Les victimes avaient reçu leur restitution, bien que les dommages émotionnels persistent. Le jour avant le déménagement à Seattle, Patrick emmena Emma à Powell's Books, leur endroit père-fille traditionnel. Ils parcoururent pendant 1 heure, collectant des livres pour la nouvelle chambre d'Emma à Seattle. Assis au café avec du chocolat chaud, Emma posa la question que Patrick attendait. « Papa, penses-tu que ce que tu as fait à grand-mère était méchant ?» Patrick considéra sa réponse soigneusement. « Je pense que ce que j'ai fait était nécessaire. Ta grand-mère blessait des gens, te blessait ces couples qu'elle a volés, blessait notre famille. Je lui ai donné un choix pour réparer les choses. Elle aurait pu arrêter d'elle-même, aurait pu confesser sans que je la force, mais elle ne l'a pas fait. Ma thérapeute dit que grand-mère était probablement malheureuse à l'intérieur, dit Emma pensivement, que les gens qui blessent les autres se blessent généralement eux-mêmes. C'est vrai, approuva Patrick, mais être malheureux ne te donne pas la permission de blesser les autres. Ta grand-mère a fait des choix, elle a choisi de voler, de mentir, d'être cruelle. Ces choix avaient des conséquences. Emma hocha la tête. Assimilant ça, je pense que tu as été courageux, même si c'était effrayant de lui tenir tête comme ça. Patrick sentit quelque chose de serré dans sa poitrine se relâcher. Sa fille ne le haïssait pas pour avoir détruit la vie de sa grand-mère. Elle comprenait. « Je te défendrai toujours », dit-il. Et maman, c'est ce que signifie la famille. Protéger les gens que tu aimes. Même quand c'est dur, surtout quand c'est dur, corrigea Emma avec une sagesse au-delà de ses années. Seattle fut un nouveau départ. Leur maison à Queenan avait une vue sur la Space Needle et assez d'espace pour qu'Emma ait à la fois une chambre et un studio d'écriture. Le cabinet architectural de Shannon avait un bureau à Seattle et fut heureux de la transférer. Le nouveau rôle de Patrick était challengeant mais gratifiant. Travaillant avec une équipe qui valorisait son esprit analytique et son approche éthique, ils se firent de nouveaux amis, explorèrent de nouveaux quartiers, construisirent une vie qui n'avait pas l'ombre de Martha planant dessus. Emma s'épanouit dans sa nouvelle école. Gagnant un concours d'écriture au premier semestre et faisant l'honneur, Shannon semblait plus légère, plus heureuse, la culpabilité et le stress de gérer la présence de sa mère enfin levés. Mais Patrick savait que la guérison n'était pas linéaire. Certaines nuits, Shannon pleurait sur sa mère,
pleurant la relation qu'elle avait voulu mais jamais eue. Certains jours, Emma posait des questions sur la famille et le pardon qui n'avait pas de réponse facile. Et parfois Patrick lui-même se demandait s'il y avait eu une façon plus douce de gérer tout ça. Puis, il se rappelait le rire de Martha à cette table de Thanksgiving, les larmes dans les yeux d'Emma, les couples âgés que Kenny et Martha avaient escroqués, et il savait qu'il avait fait le bon choix. 2 ans après ce Thanksgiving, Emma avait 10 ans et travaillait sur son premier roman complet, une histoire fantastique sur une fille qui découvre qu'elle a le pouvoir de révéler la vérité dans un monde bâti sur des mensonges confortables. Patrick lut le brouillon un soir pendant qu'Emma faisait ses devoirs à la table de la cuisine. « C'est vraiment bon ?» lui dit-il. « Ton protagoniste est courageux. Elle défend ce qui est juste même quand tout le monde lui dit de se taire. » Emma leva les yeux de sa feuille de maths, un petit sourire sur le visage. « Elle est comme toi, papa. Elle ne devient pas bruyante ou méchante. Elle montre juste aux gens la vérité et les laisse s'en occuper. C'est une bonne stratégie, » dit Patrick. « La vérité est puissante quand tu sais comment l'utiliser. » Shannon rentra du travail, apportant de la nourriture thaï à emporter et des histoires sur son dernier projet. Un développement de logement durable qui gagnait des prix. Ils dînèrent ensemble, parlant du livre d'Emma, du travail de Shannon, de la présentation prochaine de Patrick à une conférence sur la cybersécurité. Conversation familiale normale, simple et banale. Plus tard, après qu'Emma fut endormie, Patrick et Shannon s'assirent sur leur terrasse arrière, regardant les lumières de la ville. Shannon s'appuya contre lui, confortable et proche. « Te demandes-tu parfois si elle pense à nous ?» demanda Shannon. Patrick savait qu'elle voulait dire Martha, probablement, mais se demander n'est pas la même chose que changer. « Penses-tu qu'elle ait appris quelque chose ?»« Je pense qu'elle a appris que les actions ont des conséquences, » dit Patrick. « Si elle a appris à être une meilleure personne, ce n'était pas mon job de lui apprendre. » Shannon fut silencieuse un moment. « Merci de protéger Emma, de me protéger, même de ma propre mère. C'est ce que j'ai promis quand je t'ai épousé, » dit Patrick. « De te soutenir, de protéger notre famille, d'être le genre d'homme sur qui toi et Emma pouviez compter. Je l'ai juste pris au sérieux. » Shannon l'embrassa, doux et sucré. « Tu es un bonhomme, Patrick Buck, même quand tu es impitoyable. Surtout quand je suis impitoyable, » corrigea-t-il. Faisant écho aux mots d'Emma d'années auparavant, ils s'assirent dans l'obscurité, se tenant les mains, écoutant les sons de leur quartier, chiens aboyants, traffic distant, le vent dans les arbres, une famille qui avait survécu à une tempête et en était sortie plus forte, plus intelligente, plus connectée, une famille qui connaissait la différence entre garder la paix et protéger ce qui comptait, et Patrick savait avec une certitude absolue qu'il le referait si nécessaire. Le chapitre final de l'histoire de Martha arriva 3 ans après sa libération de prison. Patrick et Shannon reçurent une lettre transmise via Courtney Bishop, qui était apparemment resté en contact avec l'agent de probation de Martha. L'enveloppe était simple, l'écriture tremblante. Shannon l'ouvrit à la table de la cuisine pendant qu'Emma était à l'école. Patrick lut par-dessus son épaule. La lettre était brève. Martha écrivait qu'elle était désolée, non pour avoir été attrapée, précisa-t-elle, mais pour les années de cruauté et de manipulation. Elle reconnaissait qu'elle avait été une mère et une grand-mère terribles, qu'elle avait laissé ses propres déceptions et insécurités empoisonner ses relations. Elle ne demandait pas le pardon ou le contact, elle voulait juste qu'il sache qu'elle comprenait ce qu'elle avait perdu et pourquoi. « Elle est en train de mourir », dit Shannon doucement, pointant une ligne près de la fin. « Cancer. » Probablement 6 mois restants. Patrick lut la ligne. Martha avait été diagnostiquée avec un cancer du pancréas de stade 4. Elle recevait des soins palliatifs, mais avait décliné un traitement agressif. Elle voulait mourir selon ses propres termes, écrivait-elle, et elle voulait mourir en sachant qu'elle avait au moins reconnu le mal qu'elle avait causé. « Veux-tu la voir ?» demanda Patrick. Shannon réfléchit longtemps. « Non, » dit-elle enfin. « Je pensais ce que je lui ai écrit. Nous sommes finis. Et honnêtement, je ne pense pas pouvoir supporter de la voir mourir. J'ai assez pleuré pour qui j'aurais voulu qu'elle soit. »« D'accord, » dit Patrick simplement. « Penses-tu que je suis sans cœur ?» demanda Shannon. Une vulnérabilité s'insinuant dans sa voix. « Je pense que tu protèges toi-même et notre famille, » répondit Patrick. « Ce n'est pas sans cœur. »« C'est sain ?» Shannon plia la lettre soigneusement et la mit dans un tiroir. « Si elle meurt, j'irai à l'enterrement, rendre hommage, mais je n'aurai pas une réconciliation sur lit de mort. Je ne lui donnerai pas cette clôture. Tu ne lui dois rien, » dit Patrick. « Je sais. » Shannon se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Tu m'as donné ça ?
La connaissance que je ne dois rien à mon abuseur juste parce qu'elle est de la famille ou parce qu'elle meurt, c'était le cadeau de ce Thanksgiving. Vraiment, tu m'as montré qu'il était ok de tracer une ligne. Patrick la rejoignit à la fenêtre, enveloppant ses bras autour d'elle par derrière. Je le referai, je sais que tu le ferais. Elle se tourna dans ses bras, le regardant. C'est pourquoi je t'aime. Tu es le genre d'homme qui protège sa famille, peu importe le coût. Emma a de la chance de t'avoir comme père, j'ai de la chance de t'avoir comme mari. Martha mourut 4 mois plus tard. Shannon assista à l'enterrement seule. Un petit service dans l'est de l'Oregon, suivi par une poignée de gens avec qui Martha avait travaillé à l'épicerie. Elle rentra ce soir-là, calme mais pas dévastée. C'était triste, dit-elle à Patrick et Emma pendant le dîner. Pas triste qu'elle soit morte, mais triste qu'elle ait gaspillé tant de sa vie à être cruelle. Elle aurait pu faire partie de nos vies, aurait pu connaître Emma en grandissant, aurait pu avoir une vraie relation avec nous, mais elle a choisi différemment, et c'était son choix. Emma, maintenant 13 ans et travaillant sur un 3e roman, considéra ça. Penses-tu que les gens peuvent vraiment changer? Certains le peuvent, dit Shannon, mais ils doivent le vouloir, et ils doivent faire le travail, même quand c'est dur et inconfortable, et signifie admettre qu'ils avaient tort. Ta grand-mère n'a jamais voulu faire ce travail. Les années passèrent. Emma, diplômée du lycée avec honneur, obtint une bourse pour étudier l'écriture créative à Columbia. Sa première nouvelle publiée apparut dans un magazine littéraire quand elle avait 19 ans. Une pièce hantante sur les secrets de famille et le courage requis pour dire la vérité. Les critiques l'appelèrent remarquablement mature et brutalement honnête. Patrick et Shannon regardèrent sa carrière s'épanouir avec fierté. Ils assistèrent à ses lectures, célébrèrent ses publications, la soutinrent à travers les inévitables rejets qui venaient avec être écrivaine. Emma dédia son premier roman à eux, à mes parents qui m'ont appris que l'amour signifie protection, que la vérité signifie pouvoir, et que défendre ce qui est juste compte plus que garder la paix. À ce qui aurait été le 70e anniversaire de Martha, Shannon se trouva à penser à sa mère pour la première fois en des mois. Elle et Patrick prenaient un café sur leur terrasse. La skyline de Seattle s'étendait devant eux quand elle parla. « Te demandes-tu jamais si tu regrettes comment tout s'est passé ?» Patrick savait exactement ce qu'elle voulait dire. « Non, je regrette que ça ait dû arriver du tout. Que ta mère était le genre de personne qui m'a forcé la main, mais la façon dont je l'ai gérée, aucun regret. Tu as détruit sa vie ?» dit Shannon. « Non accusatrice, juste factuel. Elle a détruit sa propre vie. » corrigea Patrick gentiment. « Je l'ai juste documentée et m'assurer qu'elle fasse face aux conséquences. Si elle avait été une personne différente, fait des choix différents, rien de tout ça n'aurait été nécessaire. » Shannon hocha la tête lentement. La thérapeute d'Emma m'a dit une fois que la chose la plus saine que je pouvais faire était d'accepter que ma mère était qui elle était, pas qui je voulais qu'elle soit. Ça m'a pris des années pour vraiment comprendre ça. « Et maintenant ?» demanda Patrick. « Maintenant, je suis reconnaissante, » dit Shannon. Reconnaissante d'avoir épousé un homme qui a vu clairement ce que j'étais trop coupable pour voir. Qui a protégé notre fille quand j'essayais encore de rendre ma mère heureuse? Qui a eu la force de faire ce qui était nécessaire, même en sachant que ça pourrait lui coûter son mariage? Ça n'aurait jamais, dit Patrick. Je savais que tu comprendrais éventuellement. Tu es trop intelligente et trop bonne mère pour ne pas voir la vérité. Ils s'assirent en un silence confortable. 2 personnes qui avaient traversé une tempête et en étaient sorties avec leur fondation plus forte qu'avant. Leur famille avait été testée par la cruauté et la tromperie et ils avaient choisi la vérité et la protection plutôt que le confort et la paix. Et à la fin, ce choix avait fait toute la différence. Le mot final sur la vie de Martha Russell ne vint pas de la famille, mais d'une de ses victimes, une femme âgée nommée Stacy Mooney, qui avait été la première personne que Martha et Kenny avaient escroquée, envoya une lettre à Patrick 5 ans après la mort de Martha. Madame Mooney écrivit qu'elle avait suivi l'affaire de près, avait assisté au procès, avait regardé la condamnation de Martha avec une satisfaction sombre, mais plus important, elle avait regardé ce que Patrick avait fait, comment il avait rassemblé les preuves méticuleusement, comment il avait choisi le moment parfait pour révéler la vérité, comment il avait protégé à la fois sa famille et les victimes avec un soin égal. « Vous m'avez rendu ma dignité », écrivit Madame Mooney. « Quand j'ai réalisé que j'avais été escroquée, je me suis sentie si stupide, si honteuse. Mais vous m'avez montré que ce n'était pas sur ma stupidité, c'était sur sa cruauté. Vous l'avez faite face à ce qu'elle avait fait publiquement, avec des témoins, avec des conséquences. Ça comptait plus que l'argent qu'elle a remboursé. Vous avez donné à tous nous victimes la connaissance que nous n'étions pas seuls, pas des fous, pas fautifs. Merci,
Patrick montra la lettre à Shannon et Emma, qui étaient à la maison pour les vacances d'hiver de Columbia. Emma la lut 2 fois, puis regarda son père avec ses mêmes yeux verts observateurs qu'elle avait enfant. « C'est de ça que ton histoire parlait vraiment. N'est-ce pas ?» dit-elle. « Pas juste la vengeance, mais la justice. S'assurer que tout le monde connaissait la vérité. La vérité a du pouvoir, dit Patrick, répétant la leçon qu'il avait vécue pendant tant d'années, mais seulement si tu es assez courageux pour la dire, même quand ça te coûte, surtout quand ça te coûte, corrigea Emma, la phrase qui était devenue leur devise familiale. Shannon leva sa tasse de café en un toast à la vérité, à la justice et à protéger les gens qui comptent. Patrick et Emma levèrent leur tasse pour rencontrer la sienne. 3 personnes liées par l'amour, une histoire partagée et la connaissance que parfois faire la bonne chose signifie faire la chose dure. Que la famille n'est pas sur le sang ou l'obligation, mais sur se présenter, se protéger mutuellement et avoir le courage de tracer des lignes quand des lignes doivent être tracées. Le dîner de Thanksgiving qui avait tout changé était maintenant 7 ans dans le passé, mais ses leçons restaient. Patrick Buck avait défendu sa fille, exposé les crimes de sa belle-mère et prouvé que la force discrète était souvent plus puissante que la colère bruyante. Il avait été intelligent, méthodique et impitoyable quand nécessaire. Tout au service de protéger les gens qu'il aimait, et à la fin, c'est ce qui comptait, pas la chute de Martha, pas la confrontation dramatique, pas l'humiliation publique. Ce qui comptait était la confiance d'Emma, la liberté de Shannon de la culpabilité et une famille qui connaissait sa propre valeur. Patrick Buck avait promis de protéger sa famille et il avait tenu cette promesse peu importe le coût. C'était l'histoire qu'il voulait qu'on se souvienne. Non comme de la vengeance, mais comme de l'amour en action, comme un père et un mari qui avaient vu la menace pour sa famille et l'avaient éliminée avec précision et but, comme un homme qui comprenait qu'être bon ne signifiait pas être passif, et que protéger les innocents requérait parfois une impitoyabilité calculée. 7 ans plus tard, assis avec sa femme et sa fille dans leur maison de Seattle, Patrick savait qu'il leur referait tout, chaque enquête, chaque enregistrement, chaque moment soigneusement planifié menant à cette confrontation de Thanksgiving parce que ça, le bonheur de Shannon, le succès d'Emma, la paix de leur famille valaient n'importe quel prix. Et Martha Russell, où qu'elle soit maintenant, avait appris ce que Patrick Buck avait toujours su, sous-estimer les gens discrets à vos propres risques. Parce que la personne la plus discrète dans la pièce pourrait bien être la plus intelligente, la plus observatrice et la plus dangereuse quand sa famille est menacée. C'était la vérité que Patrick avait dite ce Thanksgiving 7 ans plus tôt, et la vérité, comme il l'avait enseigné à sa fille, avait toujours le dernier mot